Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle analyse, dans cette nouvelle preview Ligue des Champions qui arrive très bientôt. Alors dans un premier lieu, on va parler du match de Liverpool qui se déplace du côté de Leipzig et qui devra absolument s'imposer pour reprendre en confiance et surtout mettre un terme à cette mauvaise série de mauvais résultats depuis une certaine période, depuis une dizaine de matchs. Dans le même temps, le Barça recevra le PSG, très belle affiche qu'on essaiera de décortiquer. Ensuite, Séville, Dortmund, très belle affiche également, mais qui sera très difficile à trancher. Et enfin, pour terminer, la Juventus qui devra montrer sa supériorité et ses très bons résultats actuellement face à une équipe de Porto en difficulté. Alors, qui va gagner et comment? Commençons par Leipzig-Liverpool. On a deux équipes face à nous qui ne se sont encore jamais affrontées et qui s'affrontent donc pour la première fois. On a surtout face à nous deux équipes qui pratiquent le même football. Ils s'affrontent sur terrain neutre. C'est ce que je viens de voir sur Flash Résultats. Je n'étais pas au courant. Ils s'affrontent donc sur terrain neutre pour cause de Covid. Alors voici un peu pour ce qui est du contexte historique général. Ensuite, pour ce qui est de l'actualité respective des deux clubs, on a surtout Liverpool qui est dans une très mauvaise forme, qui figure actuellement à la 13e place du classement au niveau de l'état de forme sur les 5 derniers matchs et à la 12e place sur les 10 dernières rencontres. Et surtout qui a perdu son dernier match face à Manchester City, son rival actuel. On peut aussi, sans oublier de le mentionner, qu'ils sont actuellement 4e au classement de Premier League. Cette équipe qui n'est pas au top de sa forme. D'un autre côté, on a Leipzig qui est plutôt dans une très bonne forme. 2e de Bundesliga derrière Lok Bavarois, le Bayern Munich. Et ensuite qui ont gagné leurs 3 dernières rencontres. Ils sont donc plutôt dans une très bonne forme. Est-ce que ça sera suffisant pour battre Liverpool? Eh bien, le motif d'espoir est à trouver au niveau des blessures. Côté Liverpool, on peut parler de la décimation complète de la défense de Liverpool qui depuis le début de la saison avec l'absence de Van Dijk, Matip et Joe Gomez. Surtout pourquoi ça sera la clé de la rencontre pour moi, parce que Leipzig et comme je l'ai dit précédemment, déjà Leipzig et Liverpool sont deux équipes qui pratiquent le même football. Surtout ce qui sera la clé, pour ne pas dire la serrure de la rencontre carrément, parce que la clé c'est surtout les blessures, mais la serrure, ce qui vient accentuer la rencontre, pour moi c'est les coups de pied arrêtés. Pourquoi les coups de pied arrêtés? Parce que Leipzig c'est une équipe qui est très forte dans les coups de pied arrêtés. Offensivement, ils gèrent énormément leurs coups de pied arrêtés, ils marquent beaucoup sur coups de pied arrêtés. Et de plus, que ce soit offensivement et défensivement, ils gèrent bien ces aspects de jeu. Et avec l'absence de Van Dijk qui est un joueur qui est très bon sur coups de pied arrêtés, défensivement pour son équipe et offensivement également dans les deux phases de jeu. Il marque aussi des buts sur coup de pied arrêtés, sur corner, sur coup franc, bref, vous voyez où je veux en venir. Et donc Leipzig pourra profiter des absences pour pouvoir s'illustrer davantage sur les coups de pied arrêtés en phase offensive. Et ils auront beaucoup plus de chances de pouvoir marquer sur ces phases de jeu. Et je pense également avec la forme actuelle de Liverpool qui n'est pas du tout en très bonne forme, qui encaisse beaucoup. De plus, on peut parler d'Alisson qui a fait des bourdes récemment. On peut se demander dans quel état de forme il est aujourd'hui, dans quel état mental il peut se trouver. C'est un des hommes forts de cette équipe. On a aussi le trio d'attaque de Liverpool qui certes est également en très bonne forme. Son attaque avec Salah qui arrive maintenant à marquer. Depuis un certain moment il ne marquait pas. Maintenant il a recommencé à marquer. Le trio de devant est plutôt très intéressant. Est-ce que ça sera suffisant pour battre Leipzig? Ou est-ce que Leipzig pourra battre Liverpool? Eh bien oui, je pense, au niveau de la forme actuelle de Liverpool et surtout sur les petits détails comme je viens de le dire, les coups de pied arrêtés, ça sera vraiment à surveiller côté Liverpool. Eh bien honnêtement, si je dois me prononcer sur cette rencontre, je pense honnêtement que Leipzig pourra battre Liverpool. Et si je devais me prononcer sur un score exact, Leipzig pourra s'imposer sur le score de 3-2 si je devais bien me prononcer sur un score exact. Ou peut-être à la limite ça sera un match nul, mais je vois plus de 3-4 buts dans le match. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de Séville, Dortmund, très belle affiche. Franchement, très belle affiche, mais difficile à départager, à trancher. Alors, dans un premier lieu, on a Dortmund qui est plutôt dans une mauvaise phase actuellement, au même titre que Liverpool, qui figure actuellement à la 6e place de Bundesliga à une seule défaite de la 9e place et il comptabilise une seule victoire sur les 5 derniers matchs disputés donc en championnat. C'est une équipe qui regorge de jeunes talents, jeunes joueurs très talentueux. On pense notamment à Jadon Sancho qui revient en très grande forme ou même on le présente plus. Erling Haaland qui marque but sur but, mais derrière c'est aussi à en parler. Dortmund qui n'a pas une très bonne défense, qui est l'une des équipes du haut de tableau qui encaisse le plus, seulement 8e meilleure défense de Bundesliga. C'est à souligner, c'est surtout Burki qui n'est pas très rassurant dans ses buts, qui manque de concentration de temps à autre. Pourtant, c'est l'une de ses qualités principales. De plus, l'intérimaire Edin Terzic, l'entraîneur actuel, qui semble ne pas avoir les idées claires en passant du 4-2-3-1 au 3-4-3 ou même au 4-1-4-1. Je pense que
n'a toujours pas son dispositif favori en tête. Il ne sait vraiment pas dans quel dispositif faire évoluer son équipe. Au niveau des absences également importantes. On peut penser à Torgan Hazard, son compatriote Axel Witsel, ou même Yann Axel Zagadou. En dehors de ça, Séville qui est plutôt dans une très bonne forme, tout roule du côté de Séville, qui actuellement enchaîne sa 8e victoire consécutive mercredi dernier face au Barça sur le score de 2-0. Et en plus qui est dans une très bonne forme, leur dernière défaite remonte à l'Atlético de Madrid il y a un mois de cela. De plus, ils jouent à domicile, ça fait au moins depuis décembre qu'ils n'ont pas perdu à domicile. Leur dernière défaite à domicile remonte au Real Madrid. Depuis lors, c'est 1 nul et 5 victoires consécutives. En dehors de ça, pour ce qui est des blessures, ils ont perdu un joueur important de leur effectif, un joueur majeur offensivement. Il s'agit de Campos. Derrière, ils ont su le remplacer hiérarchiquement sans grand dégât par Papu Gomez. Très bon choix. Et de plus, comme évoqué les stats à domicile de l'équipe, ils sont à domicile également contre Dortmund en Ligue des Champions. Avec la situation de Dortmund, avec le niveau actuel de Séville, le niveau qu'il montre en ce moment, et de plus avec le niveau exceptionnel de Jordan que j'ai vu ce mercredi contre le Barça, j'ai vu l'équipe jouer. Franchement, je verrais très mal Dortmund s'imposer à Séville. Et donc je miserais largement sur une victoire de Séville. Après, le facteur X de cette rencontre, ça peut être Erling Haaland. On sait à quel point ce joueur est extraordinaire. On sait à quel point les individualités côté Dortmund peuvent être exceptionnelles. Donc à voir. On enchaîne avec Porto Juventus, qui est le match avec le moins d'enjeux sans doute. Alors, on a d'un côté la Juventus qui au début de la saison était en grande difficulté avec le changement d'entraîneur notamment. Pirlo avait besoin du temps pour instaurer son système, pour avoir son dispositif. Aujourd'hui, il a trouvé son dispositif, le 4-4-2, qui lui réussit plutôt très bien. De plus, ce n'est pas une grande surprise, mais à ce jour, la Juventus est la meilleure défense de Serie A. Malgré leur mauvais début de saison, ils n'ont encaissé que 18 buts cette saison. Ils sont 3e de Serie A derrière l'AC Milan déjà et l'Inter Milan. Ils sont à 7 points de l'AC Milan avec un match en retard. Ils reviennent très bien dans cette compétition. Et de plus, pour parler des confrontations directes entre la Juventus et Porto, ils se sont rencontrés à 4 reprises, 2 fois en phase finale ou je pense en phase de groupe, je ne sais plus trop, mais de la Ligue des Champions, 2 fois en 2001 et 2 fois en 2017 du coup. Déjà Porto ne s'est jamais imposé, la Juventus a fait un match nul et 3 victoires, la dernière victoire donc en date de 2017 et honnêtement sans rentrer trop dans les détails, je pense que la Juventus va largement s'imposer, surtout s'ils ont Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs du monde. D'ailleurs, la période où il n'était pas là, la période lorsqu'il avait le Covid, la Juventus était en grande difficulté. Aujourd'hui, il est là, en plus contre Porto. Même sans lui, je pense que c'est largement faisable. Enfin, reste un match qui est pour moi, bien sûr, le plus important et surtout le plus beau match de ces 8e de finale de la Ligue des Champions. Barça PSG. On connaît la situation actuelle du Barça. On va faire un tour très rapide. Déjà sur l'aspect extra-sportif, avec les élections qui approchent, l'avenir de Messi, son contrat relevé récemment, il y a plutôt trop de mouvements, beaucoup trop de mouvements du côté extra-sportif. En dehors de ça, lorsqu'on met tous ces aspects de côté et on se concentre uniquement sur l'aspect footballistique, franchement, il y a une nette amélioration depuis le début de la saison. On a un Ronald Koeman qui semble avoir motivé ses troupes, qui semble surtout avoir trouvé son système, son dispositif et la façon dont il veut faire évoluer son équipe. Les blessures qui viennent contrecarrer ses plans, notamment la blessure d'Ansu Fati qui a certainement été remplacée par Griezmann déjà. Ça c'est un bon point puisque Griezmann actuellement en très bonne forme. Il apporte entière satisfaction. En dehors de ça, la défense qui est totalement décimée, la blessure de Piqué en début de saison, a rajouté la blessure de Araujo. Maintenant, 2 défenseurs centraux, c'est énorme parce que déjà le Barça n'a pas une énorme profondeur de banc. Certes, on a Umtiti, on a Lenglet, mais ce n'est pas du tout rassurant. Lenglet qui est en grande difficulté depuis le début de la saison. Umtiti qui revient de blessure, mais qui revient toujours de blessure et n'est pas performant à ce jour, sans forcément lui tomber dessus. Honnêtement, c'est très difficile, on va mettre déjà une croix dessus. Contre le PSG, faire jouer Umtiti, Lenglet, déjà 2 gauchers, problématique. Et en plus, 2 gauchers qui ne sont pas bons, depuis le début de la saison, qui ne sont pas en confiance, surtout Lenglet, ça va être beaucoup plus compliqué. Araujo, avec sa blessure, c'est un énorme casse-tête pour Ronald Koeman parce que aujourd'hui, la solution, c'est soit de faire jouer Frenkie de Jong derrière et se priver de lui. Au milieu de terrain, se priver de ses qualités, ce dont je ne veux pas du tout entendre parler. En ce qui concerne la qualité intrinsèque du milieu de terrain, techniquement, Barça, PSG, je pense que le Barça est au-dessus. Mais ça va se jouer physiquement. Et je pense que tu retires Frenkie de Jong de ce milieu de terrain qui
est le joueur le plus physique, qui a le coffre, qui a cette volonté, cette capacité également de répéter les efforts. Tu le retires du milieu de terrain, c'est presque cuit pour le Barça. Je pense que le retirer, le mettre en défense, c'est problématique. Donc la seule solution, c'est soit garder l'anglais Umtiti que j'ai déjà barré, ou soit prendre le risque de faire jouer Araujo, l'anglais, ou soit Mingueza, l'anglais, en espérant que Dest soit très bien là à droite. Malgré les problèmes évoqués du côté du Barça, surtout dû à la blessure de Ronald Araujo qui accentue les problèmes au niveau de la défense, on peut malgré tout trouver du réconfort dans le fait que le PSG n'est pas non plus une équipe en très grande forme en ce moment. De plus, ils ont perdu contre Lorient il y a quelques semaines. Ce n'est donc pas un rouleau compresseur, surtout que cette équipe est une équipe du bas du tableau. On peut également trouver du réconfort dans le fait que le PSG a perdu 2 éléments majeurs de leur effectif. Angel Di Maria, encore Angel Di Maria, ça va car il pouvait le remplacer hiérarchiquement. On pouvait jouer avec Neymar, Mbappé et Icardi, et à rajouter point d'or Neymar, ça fait vraiment beaucoup. Surtout que Neymar, c'est le leader technique de cette équipe. En dehors de Neymar, je ne vois pas vraiment qui peut faire le jeu. Donc ça fait une grosse perte pour eux, ce qui redistribue les cartes. Et je pense que ça fait du 50-50 au niveau de la probabilité de victoire des deux équipes. Après, à voir, je pense que ça peut donc aller des deux côtés. Le Barça peut gagner comme le PSG peut gagner. Mais alors là, c'est le cœur qui parle. Je pense honnêtement, je pense sincèrement, au plus profond de moi, que le Barça gagnera cette rencontre. J'espère que le Barça gagnera cette rencontre. Ce sera surtout une très belle rencontre à ne pas rater, à ne pas manquer. Voilà, chers amis, je pense que j'ai tout dit. Et un petit rappel, un dernier point sur le fait que il faudra surtout être très très attentif sur les coups de pied arrêtés. On sait déjà que le Barça n'est pas bon sur coups de pied arrêtés. Si on doit se prendre des coups de pied arrêtés, que ce soit sur coup franc, sur corner, faut faire très attention à Marquinhos. On est en manque de Piqué, on n'a pas Ronald Araujo qui sont les deux défenseurs centraux qui interceptent le plus de ballons aériens, notamment Araujo avec 2,8 en note et Piqué 2,5 en note. J'ai essayé récemment de regarder le jeu de tête de Oscar Mingueza. Malgré qu'il fait 1m85, 86, il a plutôt un très bon jeu de tête. Cette phase de jeu là, carrément, ce petit détail là, ça peut changer toute une rencontre. Donc j'espère qu'il sera attentif sur ce point, sur cet aspect de jeu. Voilà, là je pense que j'ai tout dit. On se retrouve dès mardi soir ou mercredi matin pour le débrief du match entre le Barça et le PSG.